Je vous souhaite la bienvenue à ce cercle de presse où nous accueillons deux membres de la communauté islamique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont le président de l'Association islamique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Moustapha El Ayoubi, et M. Kadi Atoula Fall, qui est le directeur titulaire de la chaire interethnique de l'UQAC. Donc, naturellement, au cours du dernier mois, il y a eu des événements malheureux, on le sait, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Ottawa aussi. Le premier ministre, hier, a justement dit qu'il voulait créer un comité pour questionner les communautés islamiques à travers le Québec par rapport à l'islamisation extrême. Donc, tout de suite, je vais laisser la parole à nos deux invités. Et ensuite, la première question va aller à Linda Bergeron de Radio-Canada et Denis Lapierre de Radio-Canada ensuite. Donc, Monsieur El Ayoubi. Vraiment, je prends cette occasion pour vous saluer tout le monde. J'ai passé moi, souvent des moments très intéressants à regarder vos questions envers les invités qui passent à cette instance ici. Et j'ai jamais pensé un jour que je veux être assis à cette chaise-là. Donc, je pense que je me sens honoré et je suis très content du geste que vous avez manifesté envers la communauté musulmane de nous inviter afin qu'on puisse parler, que les gens puissent nous connaître de mieux en mieux, puis qu'on puisse faire tomber quelques préjugés qui sont néfastes et qui sont souvent pris par la population ou dans les médias ou dans la publicité qui se passe avec tout ce qui se passe autour de la question musulmane, que ce soit au Québec, au Canada et dans le monde. Je veux essayer de répondre à toutes vos questions avec toute transparence et sincérité. Et ce que vous allez entendre de moi, c'est vraiment c'est notre mosquée, c'est notre communauté musulmane ici dans la région. Donc, je suis le porte-parole, mais si vous questionnez n'importe quel fidèle à la mosquée ou à l'association islamique Saguenay-Lac-Saint-Jean, il va vous répondre, je pense, la même chose. Merci. Merci. À la suite de M. El Ayoubi, je dis tout le plaisir que j'ai d'être ici avec vous. Je pense que c'est une première que des musulmans viennent rencontrer le cercle de presse pour parler des tensions que nous vivons, que nous avons vécues dans la région. Et j'en profite pour remercier Mme Dubé, remercier le cercle de presse pour cette occasion qui nous est donnée donc, de venir parler avec vous sur une question d'actualité, une question brûlante, qui concerne l'installation, l'ancrage de l'islam au Québec, l'ancrage de l'islam dans notre région. Alors, ce qu'il faut immédiatement dire, c'est que l'islam, autant ailleurs au Québec qu'ici au Saguenay, l'islam n'est plus une religion en transit, une religion de passage. L'islam appartient aujourd'hui au Québec et l'islam s'y installe, s'y trouve une place comme les autres religions du Québec, le christianisme, le judaïsme, les autres croyances, les croyances ancestrales, les croyances autochtones, j'allais dire. Alors, je crois que l'islam est là pour rester. Et la question importante, c'est de se demander comment est-ce que nous allons ensemble vivre dans l'harmonie. L'islam se présente en Occident et dans la région comme problème, comme malaise. Et vous savez que en 2014, il y a eu ce sondage CROP La Presse qui indiquait que 57% des Québécois se sentent mal devant l'islam. Et c'est un problème. Et quand on entend parler de l'islam, il ne faut pas le cacher, l'islam se présente à nous
comme étant une infraction, un malaise, un problème dans la société. Et ces signes de visibilité qui sont là, il y a le hijab, ailleurs, c'est les mosquées, il y a les demandes de cimetières, et il y a un problème sur lequel je travaille, le halal, la consommation halal. Donc l'islam se présente un peu comme problème dans cette société. Et le contexte international semble présenter un islam violent, un islam guerrier, et les attentats que nous avons connus à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Ottawa, ces attentats construisent une image de l'islam qui dérange. Alors, il y a ces derniers événements et j'ai pris position et je remercie la presse régionale pour la manière responsable dont jusqu'ici elle traite les questions de l'islam. Vous en parlez de manière responsable, de manière nuancée, de manière équilibrée. Vous nous évitez la stigmatisation, mais également vous évitez d'installer la panique. Parce que la presse est un outil de fabrique également de cette islamophobie. Mais en région, on arrive à bien s'en sortir, et ça, il fallait que je le dise pour vous féliciter. J'ai pris position à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, pour dire que les réactions des musulmans me semblent soft. Les réactions des musulmans me semblent arriver à retardement. Et j'ai également dit que les arguments invoqués, convoqués par les musulmans me semblent devenir, ce que j'appelle la métaphore usée, me semblent devenir des arguments faibles. Parce que, quels sont ces arguments? Qu'est-ce qu'on entend? Ce n'est pas ça l'islam. Qu'est-ce qu'on entend? Ce sont des groupes isolés. Qu'est-ce qu'on entend? De plus en plus, not in my name. Alors, la question à se poser, c'est what in your name? Alors, aujourd'hui, je crois qu'il est important que les musulmans, qui à forte majorité se disent contre ces actes barbares, il est important que les musulmans construisent une nouvelle parole publique. Une parole publique qui dise ce qu'est l'islam, qui dise que l'islam est capable de s'inscrire dans cette démocratie et que l'islam est porteur de principes qui l'amènent à être à la table de la démocratie. Et au-delà de cet événement malheureux, j'aimerais qu'on puisse parler vraiment de l'islam et des défis de l'islam dans le Québec contemporain. Et j'aimerais également, pour avoir écrit un livre sur le halal, qu'on puisse parler de ce que j'appelle l'islam économique. Qu'est-ce que l'islam peut apporter au développement économique et de la région et du Québec? Merci. Première question, Linda Bergeron de Radio-Canada. Monsieur Fall, lorsque je vous ai rencontré la dernière fois, c'était au lendemain de la fusillade d'Ottawa, et vous disiez à ce moment-là que vous la souhaitiez, cette mobilisation-là des musulmans pour dire non à la violence, mais mobilisation également des communautés non musulmanes avec les musulmans. Hier, le gouvernement Couillard a annoncé un comité de travail justement pour tenter d'éviter la radicalisation religieuse chez les jeunes particulièrement. Il y a des leaders musulmans et il y a également des représentants du gouvernement. Est-ce qu'on va dans ce sens-là avec ce qui a été annoncé hier par le gouvernement Couillard? Est-ce que vous êtes satisfait de ça? Est-ce que c'est un premier pas vers cette mobilisation que vous souhaitez? Oui, je suis très favorable à cette démarche et je trouve que le Premier ministre continue dans cette voie
qui plaît aux communautés musulmanes. Et effectivement, il faut écouter les musulmans, il faut entendre les musulmans, et un comité de travail dans lequel les musulmans sont fortement représentés, cela est une bonne voie. Mais alors, j'ai souligné un élément. L'islam aujourd'hui est un islam diversifié, un islam pluriel. Il n'y a pas une communauté musulmane, il y a des communautés musulmanes. Et lorsqu'on parle de cette notion de leader musulman, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'un leader musulman? L'islam est diversifié. M. El Ayoubi est arabe. Je suis sénégalais, noir. Et le fait que nous soyons ensemble me séduit pour la bonne et simple raison que ça montre une chose, qu'il n'y a pas seulement les Arabes qui sont des musulmans. Alors, cet islam diversifié, c'est un islam qui est présent au Québec, et l'islam diversifié du Québec est différent de l'islam d'ailleurs dans le reste du Canada. Ailleurs dans le reste du Canada, il y a des groupes, un groupe particulier qui domine. Ici, nous avons un islam éclaté, diversifié. Nous avons des Arabes, nous avons l'islam de l'Afrique subsaharienne, nous avons des Pakistanais, nous avons des Indonésiens, nous avons des Turcs, et donc l'islam est un islam pluriel. Et ce qu'il faut éviter, c'est donner à penser encore, dans la manière dont on va constituer le groupe de travail, que l'islam n'est que formé d'Arabes. Et deuxièmement, les leaders musulmans ne sont pas tout simplement des religieux. Ce sont des religieux, bien sûr, des imams, mais également, ce sont des gens qui interviennent dans d'autres sphères, dans la sphère intellectuelle, dans la sphère associative, la sphère de recherche, etc. Et également, l'islam, c'est des hommes, c'est des femmes. Et l'islam, c'est également des leaders en métropole, mais également des leaders en région. Alors, il me semble que cette variété des voix, cette pluralité des voix doit être présente à la table de concertation. Sinon, on va immédiatement créer un semblant de dislocation dans la communauté qui fait penser à certains que nous ne sommes pas là. Alors, c'est également qui peut faire penser qu'il y a des bons et il y a des mauvais musulmans. Alors, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut créer, c'est un espace de concertation qui mobilise tout le monde. Et je crois que nous sommes dans cette bonne voie. Est-ce que vous vouliez répondre à cette question par rapport à la décision du gouvernement Couillard? Oui, certainement. C'est que ça fait à peu près à plusieurs reprises, même avant que des événements malheureux qui se sont produits dernièrement au Québec et à la colline parlementaire à Ottawa, j'ai toujours, par mes contacts personnels, que ce soit avec notre député de la ville de Chicoutimi ou que M. Bédard, ou que ce serait avec d'autres politiciens à d'autres niveaux, j'ai toujours aborder l'idée, c'est que quelque part, il faut qu'il y ait un contact officiel. Et il faut que cette approche, comme par exemple le comité qui a été créé hier, qui naît, comme M. Fall il a dit, c'est un début, surtout quand il y a plusieurs groupes musulmans au Québec. C'est comme, il faut que la confiance s'installe aussi chez les musulmans. Moi, je me souviens, et je veux parce qu'ici, on jase un peu, et de ça, il y a des événements qui sont passés il y a 35 ans, à peu près, 34 ans. J'ai appliqué pour aller enseigner à la commission scolaire pour adultes à Jonquière, dans un cours d'automate programmable. J'étais allé à l'entrevue, on a parlé, tout ça, on m'a posé des questions.
Mais on m'a jamais parlé de la spécialité que je dois enseigner ou la matière. Et après, je me suis dit, vous ne m'avez pas parlé de la physique, des automates programmables. J'aimerais que vous me parliez de ça. Et on m'a dit, non, nous, c'est pas pour ça qu'on t'a invité ici. On t'a invité juste pour savoir un musulman à quoi il ressemble. Et c'était la commission scolaire catholique de Jonquière, et je la nomme. Je pense que on a fait de bouts de chemin ensemble énormément dans la province du Québec et aussi dans la région. J'avais même, je cite aussi un autre exemple, il y a un avocat ici que je nomme pas, que j'aime beaucoup, et moi, le fait que j'avais marié à l'époque Maître Filion, une avocate, une très belle fille de la région, et on a bâti une relation d'amitié, puis de confiance, de contact. Puis à peu près 2 ans après, il a su que j'étais musulman. Il était choqué. Puis il a coupé beaucoup son approche avec moi. Alors, moi, j'ai pris l'initiative et j'ai dit, voyons, c'est toujours moi-même que je serai catholique ou je serai musulman. Donc, ça c'est dans ces... nous, on a bâti la mosquée, on a acheté l'immeuble et on a informé personne, on a demandé de subvention à personne. On était 3, 4, on n'avait pas 5 cents dans notre poche. On est allé chercher des marges de crédit personnelles et on a dit, on veut pas être affilié à aucun groupe musulman, à aucun pays, à aucune ambassade. On va faire un islam de la région. On a décidé de venir s'installer et vivre ici. C'est un très beau coin du monde, une très belle région. On est bien. Le monde sont sympathiques, sont agréables, c'est du monde du cœur. Et on a dit, si on reste ici, ben on a besoin d'une mosquée. Et j'ai vu que dernièrement, les différentes attaques contre notre communauté, ça nous a blessés, ça nous a fait un peu de la peine. C'est que on était toujours de bonne foi. On était toujours, on aime la région, on défend la région. On a travaillé pour, politiquement aussi, quand il y avait Madame Larouche pour l'autoroute la route du parc à l'époque, quand j'étais en 1988 candidat NPD, je me suis impliqué et j'ai supporté cette approche-là, puis via d'autres contacts avec des politiciens à Ottawa, et on sent impliqué, on sent ici, c'est notre région, c'est notre pays. Et on a reçu quelques désagréments, je dirais, à la mosquée. J'attribue ça à l'ignorance. Donc, il faut, ce geste-là, ça arrive tardivement aussi du côté du gouvernement. Ça a pris des gestes malheureux, mais comme M. Fall a dit, on est là pour rester. On est des Québécois, on est des Canadiens. C'est notre place ici, avec vous, avec les gens ici, puis nos enfants, ils vont rester. Puis comme les enfants de toute nouvelle génération d'émigration, ils vont être des musulmans, Québécois, Canadiens. Et il faut trouver une façon de se connaître et de connaître l'un l'autre. On n'est pas si différents que ça. On est presque à la limite pareil. Mais il y a des petites subtilités, des petites approches religieuses qui font ce qui est le charme de la diversité humaine. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre cette diversité-là. Monsieur Fall, vous voulez ajouter quelque chose? Mais je sais qu'il y a plusieurs questions qui s'en viennent. Allez-y courtement, peut-être. Oui, je voulais tout simplement signaler une chose. Il y a quelque chose que je veux mettre à la disposition de la communauté. C'est que la mosquée de Chicoutimi, cette petite mosquée à Chicoutimi, c'est aujourd'hui la mosquée la plus médiatisée dans le monde. La petite mosquée de Chicoutimi, cette mosquée sur la rue Bégin, à la suite du vandalisme qu'on a eu en septembre 2013, il y a eu une déferlante virale, il y a eu l'écho dans les médias sociaux,
ça a été repris même dans l'information internationale. Et la mosquée de Chicoutimi est une mosquée plus connue à l'extérieur que les autres mosquées, mosquée de Québec ou la mosquée ou les mosquées de Montréal. Alors, vous savez, il y a quelque chose d'intéressant dans la région et je suis en train d'écrire un livre sur l'installation de l'islam au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au-delà du fait de cette visibilité de notre mosquée, il y a deux mosquées qui sont très visibles au Canada, les plus visibles. Vous savez, il y a eu une mosquée qui est partie de Winnipeg, qui a fait 4500 km pour aller dans le Grand Nord. C'est la mosquée d'Inavut. Et Radio-Canada a fait un reportage sur cette mosquée-là. Ces deux mosquées-là sont les deux mosquées les plus connues au Canada. Donc, Chicoutimi a une trace dans l'installation de l'islam au Québec. Autre chose, il y a quand même deux acteurs intellectuels et politiques de la région qui ont une très bonne image dans la communauté musulmane. Le professeur Gérard Bouchard a été membre de la commission Bouchard-Taylor. Et M. Bouchard y a pris des décisions, des prises de position fortement respectées par la communauté musulmane. Un autre élément, notre Premier ministre, député de la région, M. Couillard, a également pris, lors de ce débat sur la charte des valeurs, il a pris des positions qui ont eu le respect des communautés musulmanes. Alors, et également, je dirais, du point de vue de la production intellectuelle, il y a un travail de fond qui est en train de se faire dans la région sur l'islam. Le premier ouvrage à paraître sur la mort musulmane en immigration, c'est pas à Montréal, c'est ici, à l'UQAM. Le premier livre à sortir sur le halal, la consommation halal et l'économie du halal, c'est pas sorti à Montréal, c'est à l'UQAM. Et les journalistes que vous êtes, vous vous démarquez dans cette manière mesurée de porter une parole qui suscite le vivre ensemble, qui montre qu'il y a un vivre ensemble à Chicoutimi, au Saguenay, entre les musulmans et les non-musulmans. Alors, il y a quelque chose du parcours, de l'installation, de la bonne installation de l'islam au Québec qui se vit au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ça, nous devons en être fiers. Denis Lapierre de Radio-Canada et ensuite Louis Tremblay du journal Le Quotidien. J'en comprends donc de ce que vous dites que un peu ce qui se passe ici, c'est un peu un modèle. Est-ce que c'est un modèle exportable? Est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été prises ici, malgré, bon, on a vu entre autres certains dérapages, là, mais est-ce que c'est un modèle qui est exportable? Est-ce que c'est un modèle qu'on pourrait utiliser ailleurs comme modèle d'intégration? Moi, là-dessus, sur juste cette question-là, c'est une question très intelligente et c'est une question vraiment qui se passe à la mosquée de Chicoutimi. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de groupes musulmans qui viennent nous visiter, qui viennent de Toronto, de Calgary, de Montréal, de Québec, juste pour savoir comment on a réussi à avoir une mosquée indépendante qui se finance d'elle-même et que les gens n'ont pas besoin de faire le collecte pour payer les frais de la mosquée. Et ils nous disent aussi comment vous avez réussi dans une région éloignée comme ça à vivre, à réussir, à bâtir une institution et aussi réussir vous-même personnellement. Les gens, ils viennent et ils s'informent. Donc oui, on est un modèle exportable. Pourquoi? Parce qu'on est des gens spontanés, on est des gens comme tout le monde, et parce que ça vient du cœur. Puis ça vient, ce geste-là,
c'est envers la communauté musulmane, mais c'est envers la région ici. Moi, partout ailleurs, je siège à beaucoup de comités qui concernent l'université à l'extérieur. Je suis taxé d'être un régionaliste fanatique. Oui, c'est une belle région. Oui, c'est un modèle. Oui, les gens de la région sont ici. C'est des gens fiers. C'est des gens travailleurs. C'est des gens qui occupent des sphères diversifiées et avancées dans tout le secteur public et privé au Québec et au Canada. Et moi, je suis très content de venir et de faire ma vie ici. Et de ce sentiment-là, on a toujours agi comme communauté et le message qu'on se passe à l'intérieur, et de ça, tantôt, je veux prendre, je dis à l'intérieur parce que j'aimerais revenir sur la problématique quand il y a des conversions, quand il y a des non-musulmans qui deviennent des musulmans, mais ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Je pense là-dessus, il y a un petit effort à faire de notre part et aussi des autorités parce que c'est un problème un petit peu spécial. Monsieur Faye. Oui, dans la foulée de ce que dit Monsieur El Ayoubi, j'ajouterai que la communauté musulmane au Saguenay-Lac-Saint-Jean est une communauté diversifiée. Vous allez à la mosquée, c'est pas la mosquée des Arabes, c'est pas la mosquée des Noirs, c'est pas la mosquée des Sénégalais, c'est pas la mosquée des Algériens, c'est la mosquée d'une communauté diversifiée. Alors, il y a là une diversité qui est intéressante et qui différencie notre mosquée par rapport à d'autres mosquées qui sont des mosquées immédiatement perçues par rapport à des communautés particulières. L'autre élément, c'est que dans cette dynamique de cohabitation, chaque fois qu'il y a des fêtes religieuses, les musulmans invitent les autres à venir collaborer, participer. Il y a des fêtes religieuses qui sont ouvertes à tout le monde. On invite les gens. Et il y a des gens qui viennent célébrer la fête du mouton, la fête du ramadan, la fête du jeûne. Alors, il y a cette ambiance d'intégration. Et également, il y a la volonté d'être présent, mais de ne pas donner l'impression qu'on dérange. On est dans la mouvance, on est là, on n'a pas peur d'être là, mais on ne veut pas être là plus qu'il ne faut. Alors, je crois que c'est cet islam modéré, cet islam d'inclusion, de partage, de solidarité qui est en train de s'installer dans la région, et ça, c'est heureux. Et je félicite la communauté, je félicite le président de l'association pour cette dynamique-là. Merci, M. Fall. Louis Tremblay du Journal Le Quotidien, ensuite Kate Tremblay de TVA. Oui, M. Fall. Probablement qu'il y a à peu près 25-30 ans, les Québécois avaient aussi peur des témoins de Jéhovah puis des baptistes qui se promenaient par les maisons, qui avaient peur d'un musulman. C'était à peu près ça, la réalité. Mais là, les gens comprennent que leur enfant peut se faire laver le cerveau le soir devant Internet puis aller tuer quelqu'un gratuitement le lendemain ou le voir à la TV couper la tête à quelqu'un. Il y a quand même un élément de violence au nom d'Allah que la religion musulmane ou que la religion islamiste semble pas être capable d'endiguer parce que c'est ça qui fait le problème. C'est pas qu'il y ait des gens qui aient des coutumes bien particulières. C'est tout le niveau de violence qui est en train de se créer. Puis il semble que ce soit difficile de contrer ça. Puis là, on voit que ça touche là, les pays quand même de l'Occident, en France, au Québec, par Internet, évidemment. Internet n'était pas là il y a 30 ans. Maintenant, c'est un outil qui est assez dangereux pour ce genre de choses-là. Qu'est-ce que des parents doivent faire pour essayer de comprendre ça puis pour essayer d'y faire face? Parce que là, on est rendu là dans le questionnement. On n'est pas rendu à savoir si on doit vivre avec des gens qui portent un foulard en tout temps. On est rendu à savoir qu'est-ce qu'on fait pour surveiller nos enfants pour pas qu'on se fasse pas investir, mais pour pas qu'on se fasse... C'est littéralement des attaques contre les gens avec ces histoires-là. Y a-t-il une recette? Y a-t-il quelque chose que les gens doivent comprendre par rapport à cet islamiste-là qu'on ne sait pas ou que vous savez puis que vous pouvez partager? Oui, j'attendais cette question-là.
si M. Fall me permet, après en ajouter. Moi, je m'occupe, disons, des choses administratives à la mosquée, des contacts avec les musulmans individuellement, mais aussi j'ai eu la chance dans ma vie de travailler un peu en politique et de regarder avec tête froide, avec sérénité, tout ce qui, les problèmes qui se passent au niveau international, au niveau local, au niveau canadien. Et avec mon expérience, j'ai quitté le Liban en 1978. Je suis allé 1 an en France et je suis venu en 1979 ici. J'avais à l'époque 25 ans. C'était en pleine guerre civile au Liban. À peu près la moitié du Liban était détruite dans cette guerre civile-là. Suite à ça, toute la région du Moyen-Orient n'a pas connu presque une année ou entière, ou même un mois entier de paix. On dirait il y a eu quelque chose, suite à cette guerre civile-là, un fractionnement des allégeances et un fractionnement, et un engouement international sur la région afin de dire, il y a des pays qui rêvent juste d'avoir une ville à eux, qui ont un groupe, et que ce groupe-là, au lieu de glorifier le Seigneur, il glorifie ce pays-là. Il faut parler de ces choses-là aussi. Les gens au Moyen-Orient, ils vivent des moments que je vous dirais que c'est inhumain d'imposer à une population ou à des groupes ou à des pays la souffrance que ces pays-là vivent depuis des années. Et on a vu ce qu'on a appelé le printemps arabe, toute la déconfiture des régimes et des sociétés arabes. Ce qui se passe en Libye maintenant, c'est une catastrophe humaine. Ceux qui ont voulu faire ça aussi en Tunisie. Ils ont repris le modèle au Yémen, maintenant en Syrie, maintenant en Irak, et ça finit plus. Je veux juste vous citer un exemple. Quand M. Bush a voulu attaquer l'Irak, M. Moubarak, qui était le président de l'Égypte à l'époque, il lui a dit, M. Bush, si vous allez attaquer l'Irak à cause d'un Ben Laden qui est en Afghanistan, qui n'a aucun rapport avec l'Irak, vous allez vous ramasser sur le dos avec 300 Ben Laden. Aujourd'hui, je pense que c'est ça ce qui se passe. Et c'est un mot que M. Fan m'en a parlé à l'extérieur, que la communauté musulmane, au fond, est une communauté éclatée. À part les chiites qui ont comme référence l'Iran, et religieusement et politiquement presque, la communauté sunnite, qui sont 90% des musulmans, qui sont à peu près 1,5 milliard, même plus sur la terre, il n'y en a pas un seul leader religieux, un pape, qui les réunit. Donc, oui, il y a une communauté musulmane éclatée, en plus qu'il y a des pays et des cultures différentes qui ont la religion musulmane. Et aujourd'hui, ce qui se passe, il y a le pétrole, il y a les richesses naturelles au Moyen-Orient, et tous les pays se mêlent dans ça. Il faut que ce qui se passe actuellement avec ce qu'on appelle le groupe de l'État islamique qui est en Syrie et en Irak, ça c'est un groupe qui est tout à coup, de nulle part, il occupe le tiers d'un pays puis la moitié d'un autre pays. Moi, ici, si je veux former, je pense, une armée qui est capable d'occuper le tiers du Canada, je vais avoir un problème. Hein? Je vais être arrêté avant. C'est qui a soutenu ce groupe-là? Il était où, ce groupe-là? Ben, je peux vous le dire, il était en Turquie. C'est qui soutenait la Turquie pour faire ça? C'était pour déstabiliser le régime Assad. Pourquoi? Parce que c'est des enjeux internationaux. Parce que Assad ne fait pas l'affaire de l'Arabie Saoudite, ainsi de suite. Donc, c'est des pays qui sont supposés être très responsables et de ne pas jouer sur la corde du terrorisme. Ben, ils ont joué. Mais là, tout le monde maintenant paye le prix. Quand une société s'effondre, toutes les bizarreries et les choses insensées peuvent sortir. Et ce groupe-là, aujourd'hui, moi, j'ai dit à la télévision, quand j'étais interviewé la dernière fois suite aux événements, j'ai dit, ces gens-là ne sont pas des musulmans. Ces gens-là ne sont pas des gens croyants. Ces gens-là ne sont même pas des humains. Parce que ce qu'ils font actuellement,
ce qu'on voit à la télévision et tout ça, à mon avis, c'est comme ils ont ramassé toute la barbarie à travers l'histoire, en commençant par les Mongols, les Tartares, et en finissant par Hitler et compagnie. Puis ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben nous, on va en ajouter encore. Mais ça, moi, je veux vous dire, l'exemple que j'ai retenu depuis mon enfance, c'est quoi l'islam et c'est quoi les autres religions et c'est quoi l'humain. C'est mon père. J'avais à peu près 8-9 ans et je marchais dans les rues de Tripoli, au Liban, et il a rencontré un prêtre catholique. Il l'a salué, puis avec respect, plus qu'il faut, et il lui a dit, monsieur, le respecter. J'ai dit à mon père, j'ai dit, c'était pas juste. Le imam, tu lui dis pas, monsieur, le respecter, tu dis, monsieur tel. Pourquoi tu as dit au prêtre catholique, monsieur, le respecter? Il dit, parce que tu vas voir, les chrétiens, les catholiques sont une minorité dans notre ville. Donc, comme ces gens-là, ils vivent avec nous, et puis c'est un homme de Dieu. Les hommes de Dieu, il faut les respecter, il faut les montrer un respect. C'est comme ça, moi, je t'ai élevé. Donc, quand je suis arrivé ici dans la région, j'ai vu la société québécoise, j'ai regardé, j'ai dit ça, c'est comme nous autres, il n'y a pas de différence. C'est ça que j'ai dit, que quand on veut regarder l'éducation, la religion qu'on a héritée. Aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas la religion islamique. Ce n'est pas les musulmans, à travers le temps, à travers le Coran, à travers la tradition islamique et à travers le conseil du prophète et des imams notables et la jurisprudence islamique. Ça, c'est des groupes politiques qui font les jeux des uns et des autres et qui veulent le pouvoir, qui veulent montrer qu'ils sont les plus coriaces, les plus barbares ou les plus je sais pas quoi, mais c'est toujours dans des buts politiques, économiques et pouvoir. Mais l'islam n'a rien avec ça. Regardez ce qui se passe avec, historiquement, dans les 30-40 dernières années. On a passé de l'extrême nationalisme, qui était Hitler. Après, on a passé de l'extrême gauche, qui était les Brigades Rouges en Italie et compagnie. Après, on a passé par un petit peu l'extrême nationalisme au Québec avec le FLQ. Après, là, dernièrement, on dirait ce qui se passe dans la planète, c'est l'extrême religieux. Puis on l'essaye avec l'islam. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est l'islam, c'est pas ça. C'est pas parce que je veux défendre l'islam. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants? Et c'est ça, ce point-là que je voulais aborder. Nous, on a commencé avec nos enfants. Mais il y a les nouveaux convertis. Les nouveaux convertis qui nous arrivent souvent avec un bagage personnel qui pourrait être culturel, poétique, religieux, sportif, etc. Et cette personne-là, que ce soit homme ou femme, il est attiré par quelque chose de nouveau, il veut devenir musulman. Mais ce n'est pas parce qu'on devient musulman qu'on règle nos problèmes personnels avec la société, avec les autorités. L'islam, ce n'est pas juste de la psychologie sociale. Et c'est là, sur ce point-là qu'il faut travailler. Et je pense que l'approche du Premier ministre et des imams qui a commencé et puis qui va s'étendre, je pense que là-dessus, si nous, ici à Chicoutimi, on a quelque chose qu'on a constaté, c'est plutôt ce problème-là, c'est les nouveaux convertis et trouver une façon de parler et d'intervenir avec eux qui est différente de nos enfants et de nos amis, de nos frères qui sont à la mosquée ou qui fréquentent des activités islamiques. Et ça, je pense, c'est un travail important qu'il faut faire. Mais aussi, c'est via aussi vous autres. Vous avez une très grande part de responsabilité dans ça. Quand il y a des anciens ministres qui deviennent des journalistes, mais qui tiennent depuis des années un discours haineux contre l'islam, et je ne veux pas les nommer, et ça aussi, ça crée une psychose. Et ça crée quelque chose comme, pourquoi on cible les musulmans? Il n'y a rien. Puis là, maintenant, parce qu'il y a eu quelques incidents,
on a arrêté de parler. C'est comme on a dit mission accomplie. Tout le monde a une responsabilité pour la société québécoise. Écoutez, la société québécoise, c'est une société unique au monde. Et j'aime cette société-là. Je l'aime de tout mon cœur. Parce que c'est une société... Les Québécois, ils ont pris la sciyotte, la hache, puis ont bâti leur avenir. Ils n'ont pas allé coloniser d'autres pays. Ils n'ont pas tué des Indiens pour prendre leur terre. Ils ont travaillé avec les habitants ici. S'il y a un peuple que je respecte et que j'aime, c'est bien les Québécois. Donc, cette société-là, l'extrémisme religieux, elle n'a pas connu. L'extrémisme, les gens ici détestent l'extrémisme qui vient de quoi que ce soit. Donc, on a une responsabilité envers nos enfants, envers la société qu'on vit ensemble. Et moi, mon rêve, c'est de dire que mes enfants et mes petits-enfants et les musulmans et les catholiques et les laïcs et tout le monde dans cette belle société-là, un jour, dans 100 ans, dans 500 ans, que c'est vraiment un beau pays, qu'on a continué cette beauté de l'âme que les Québécois ont hérité et que nous, on se trouve dans ça. On est des musulmans, on est des arabes et on se trouve dans ça. C'est extraordinaire, ça. Merci. Oui, assez rapidement. Votre question est importante et il faut y répondre avec pragmatisme. On peut bien sûr soulever la complexité du fait musulman aujourd'hui en Occident. Mais on ne peut pas ne pas aussi reconnaître qu'il y a aujourd'hui 1,6 milliard de musulmans dans le monde. On ne peut pas reconnaître qu'il y a 27, au-delà de 50 États qui se regroupent autour d'un organisme, d'une organisation qu'on appelle l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Alors, et ces États, la plupart, ont une puissance financière, économique importante. Alors, comment se fait-il que la bonne parole musulmane, et M. El Ayobi est porteur de cette bonne parole musulmane, je pense également en être porteur, comment se fait-il que cette bonne parole musulmane ne puisse pas venir étouffer, s'implanter, s'imposer par rapport à cette parole violente, cet islam violent qui déferle? Et hier, quand on a vu encore la décapitation par l'État islamique de ces non-musulmans, c'est une honte. Il y a la nécessité pour les musulmans de se construire un discours de riposte et d'élaborer des stratégies pour trouver les relais qui puissent montrer que l'islam, c'est pas ça. Et il faut accepter que l'islam doit accepter d'être dans une réinterprétation, une réécriture de l'islam en fonction de l'époque actuelle. C'est cet islam figé qui, aujourd'hui, arrive à s'imposer. C'est cet islam conservateur violent qui, aujourd'hui, arrive à être le plus visible. Alors, cette relecture de l'islam, cette acceptation que l'islam doit subir une lecture qui l'amène à son essence, j'ai l'impression que l'islam a été figé par certaines communautés musulmanes, par certains pays, qui sont des pays dominants dans le monde musulman, alors que le message du Coran est un message de mouvement. Quand on lit le Coran, et ce n'est pas seulement le Coran, mais dans les autres textes religieux, il y a de la violence comme il y a de l'humanisme. Il y a de la violence comme il y a de la solidarité. Alors, je crois qu'il y a eu des époques, il y a des énoncés qui sont des énoncés qui font penser à de la violence. Il faut comprendre que
le message premier de l'islam était un message qui nous appelait au fur et à mesure que la société avance de s'inscrire dans la démocratie, l'égalité, l'humanisme et la solidarité. Il faut aujourd'hui que cet islam, qui selon moi est le vrai islam, que cet islam trouve des porte-paroles et des relais pour bien s'imposer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Kate Tremblay de TVA et ensuite Luigi Napoli. Bonjour. Alors, avec ce qui s'est passé dernièrement, bon, Saint-Jean-sur-Richelieu, Ottawa, on revient avec ces événements-là. Ce que je voudrais savoir, est-ce qu'à la suite de ça, même si on sait que c'est des gens, bon, qui se sont convertis, est-ce que vous avez senti que les gens vous regardaient différemment, semblaient plus craintifs aussi? Est-ce que vous avez vu, parce que vous sembliez dire qu'ici, on est particulièrement accueillant, chaleureux, mais est-ce que vous avez senti qu'à ce moment-là, il y a comme une certaine crainte qui s'est emparée de la population? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti? C'est... personnellement, moi, je sais pas, j'ai pas peur, dans rien, dans la vie, parce que quand tu sais ce que tu fais est correct, tu dis, OK, on va voir. Et moi, j'ai dit quelque chose qu'aucun leader, ni musulman, ni autre, n'a pas dit. J'ai dit, les forces de sécurité, l'armée canadienne, le gouvernement du Canada, c'est des lignes rouges. On ne touche pas à ça. Si on a pu, si nos systèmes ici s'effondrent, notre démocratie s'effondre, qu'est-ce qui va rester après? On va devenir comme ce qui se passe en Syrie puis en Irak. Alors, ça là-dessus, c'est pas juste condamné. Ça, c'est inacceptable. Le message que ce soit fait, qui doit être fait par les gens de politique, les sociaux et aussi les religieux de n'importe quelle tendance, ça, c'est inacceptable. Alors, pourquoi c'est passé? Je pense que vous avez à peu près un petit peu des bouts de la réponse. C'est des gens qui avaient vraiment des problèmes personnels avec les autorités. Puis, à un moment donné, ils se sont convertis dernièrement. Ils ont des problèmes personnels très graves. Puis après, des problèmes avec les autorités. Puis, ils ont une façon de voir et d'agir dans la vie qui... Je vais vous donner un petit exemple que c'est vraiment difficile de travailler avec les convertis. Ici, à Chicoutimi, il y a un cas. Je nomme pas, et c'est un converti qui nous a causé un petit peu de troubles, de problèmes. Et on n'a pas lâché. On a travaillé avec lui beaucoup. Disons, c'est correct, mais c'est difficile. Et c'est comme quelque part, il faut vraiment trouver une façon d'intervenir avec les nouveaux convertis et de savoir d'abord pourquoi ils veulent changer de religion ou pourquoi ils veulent adhérer à notre religion. S'ils sont fascinés par al-Baghdadi, ce qui est le chef terroriste, là, ben je pense que ça serait mieux de ne pas les accepter. Mais si parce qu'ils ont lu le Coran, parce qu'ils ont vu des choses à caractère religieux, social, etc., oui. Ça, c'est une chose que nous, s'il y a un petit manque que je pense que historique, mais c'est pourquoi? Parce qu'on est récent. On a travaillé, on a mis toute notre énergie pour institutionnaliser notre religion, pour avoir des places physiques, pour avoir des contacts avec les gens de la société, pour s'intégrer et surtout aussi pour éduquer, élever nos enfants et les dire, vous êtes maintenant, oui, moi je suis un Québécois d'origine libanaise, mais toi tu es un Québécois. Point final. Oui, ton père est d'origine libanaise, ton grand-père est d'origine libanaise, d'origine sénégalaise, d'origine marocaine, mais nos enfants, ils vivent ici. On a travaillé beaucoup sur cet aspect-là, puis je pense qu'on a réussi. Il y a un nouveau problème qui nous touche tous, et je pense qu'il faut travailler ensemble là-dessus. Oui. Véronique, une petite sous-question avant de vous faire enchaîner, c'est en lien avec ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on a d'abord l'impression que ces gens-là qui souhaitent se convertir, est-ce que c'est pour les bonnes raisons ou justement la majorité, c'est parce qu'on pense ou on associe l'islam à la violence, à ces choses-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez en lien avec tout ça? Je vais répondre aux deux questions. La première, c'est
est-ce qu'on a eu peur? Je vais être honnête avec vous, et lorsque Madame Bergeron, vous m'avez interviewé suite à ces événements, j'avais dit que j'ai peur. Et j'avais donné quelques raisons qui m'amenaient à avoir peur. J'étais dans une caisse populaire et j'y rencontrais dans cette caisse populaire régulièrement des gens de la région et même un intellectuel avec lequel j'avais de très bonnes relations. Aussitôt après les événements, je suis allé donc à cette caisse populaire, j'ai rencontré ce monsieur, d'habitude affable, accueillant, et comment ça va, lui ai-je dit. Il m'a dit, sa réponse, ça irait mieux s'il y avait moins de musulmans dans la région. Alors, j'ai eu des moments de crainte. Je sortais de l'université et je voulais passer du pavillon principal au stationnement et un monsieur, dans son amabilité, sa politesse, m'a dit de traverser. J'ai eu peur de traverser, me disant que je pouvais être renversé. Alors, il y a une certaine crainte qui s'est imposée et qui est là, et heureusement qui se désamorce au fur et à mesure, et avec quand même les dialogues, les discussions que nous avons, je me sens plus serein. Et je connais des femmes musulmanes dans la région qui se disent insécures. Alors, je crois que là, nous sommes dans un moment d'incertitude et il faudra travailler fort pour créer des passerelles afin que ce climat d'inquiétude puisse disparaître, car il y a inquiétude. Il ne faut pas se cacher les choses. Pour parler de la conversion, ces jeunes qui se convertissent, il y a quelque chose dans l'islam qui me pose problème en tant que musulman par rapport à la conversion. La conversion est devenue facile, trop facile en islam. Vous pouvez vous convertir tout seul. Et hier, le djihadiste français qu'on a montré à la télévision, qui a décapité ce jeune, il s'est converti tout seul à l'islam. On accepte assez facilement dans les mosquées les conversions sans se poser les questions importantes que soulève M. El Ayoumi, qui se convertit, qui est cette personne. Et effectivement, il y a de bonnes conversions et l'islam est une religion ouverte qui accueille, qui respecte la liberté, qui accueille ceux qui veulent se convertir, mais ces gens qui sont les acteurs de ces actes terroristes à Saint-Jean et à Ottawa, on s'est rendu compte qu'ils avaient des problèmes psychologiques, des problèmes sociaux. Et il faut que nos imams sachent que lorsqu'ils convertissent, ils ont une responsabilité et que la communauté sache que ces gens-là qu'on convertit, ils ont besoin d'une éducation et d'un encadrement. Cette éducation n'étant pas, c'est les sites djihadistes qui vont leur donner l'éducation qu'il faut. Et ces sites djihadistes construisent un islam violent, un islam de guerre, un islam de distorsion, de dislocation à l'interne et à l'externe des sociétés. Alors, je crois que la question de la conversion est pour moi une question aujourd'hui importante, centrale par rapport à ce sur quoi nous allons travailler pour l'avenir. Autre chose, il y a la formation des imams. Être imam en Occident, être imam dans des sociétés où l'islam ne structure pas la société, c'est être imam dans une société sécularisée, dans des sociétés laïques,
ça demande une compréhension qui ne s'arrête pas tout simplement à la connaissance du Coran, mais s'arrête à la connaissance de certains principes qui construisent en Occident le vivre ensemble. Alors, je crois qu'il y a tout un travail important à faire. Monsieur Napoli, ce sera la dernière question. Il nous reste 2 minutes. Je ne parlerai pas. Bon, moi, je n'ai pas de problème avec l'islam. L'islam, c'est une religion. Il y a liberté de religion ici, le respect de toutes les religions. Ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que des islamistes qui appartiennent à l'islam, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et qui se sont donnés à des actes plus que barbares, des choses que personnellement on ne peut pas vraiment accepter. Il y a une chose pour rester à Chicoutimi, j'aurais bien voulu que de la part des membres de la mosquée sortent un petit peu plus de la mosquée et qui condamnent, si vous voulez, ces actes-là avec peut-être plus de force, de véhémence. Je peux vous dire et je peux vous rassurer qu'il y a eu que mon intervention à la télévision qui était faite le lendemain, c'était plus que condamnation. Et c'était clair et j'ai dit non équivoque. Puis ça, il n'y a rien pour justifier ça. J'étais très clair. J'étais presque un de ceux qui ont dit que c'est même pas des humains. Et vous savez, quand on dit des gens, c'est pas des humains, donc puis j'ai dit, il faut les exterminer. C'est ça que j'ai dit de ces gens-là. Deuxième chose, je peux vous dire, notre imam, le vendredi qui a suivi l'événement, 2 jours après, il était en beau furie. Et je pense que jamais personne l'a vu aussi fâché que ça à l'intérieur. Et c'est justement, il a dit les mêmes choses que vous venez de dire, vous. Alors, c'est oui, on dénonce, oui, on dit, et c'est le message, on est avec vous, on est pareil, monsieur Luigi. Ça va être terminé, monsieur Napoli. Okay. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. On a coupé ma parole. Quand même. Merci beaucoup à tous. Correct, merci.